Bonjour, alors comme prévu, on se retrouve pour répondre aux questions que je vous avais posées. Donc j'ai repris vos travaux, j'en ai évidemment fait une synthèse et évidemment je vais maintenant reprendre les éléments que vous avez donnés et en fonction de vos réponses, alimenter sur les deux plans, que ce soit théorique et pratique, afin que vous puissiez avoir non pas une forme de correction, mais une idée plus précise de comment on fait en classe, donc concrètement et vous rappelez les 6 questions, on va les traiter une par une. Il y avait comme première question, comment on fait pour évaluer le rapport au savoir des élèves. La deuxième, socialiser les apprentissages, comment on fait pour aider l'élève à se construire un usage personnel en termes de projet scolaire professionnel, comment lui permettre d'être en situation de réussite, la possibilité de développer ses facultés à exprimer son avis, ses sentiments et ses souhaits avec l'adulte et ses pairs, et enfin, trouver des modalités de communication non conflictuelles. Donc, on y va, on plonge tout de suite dans l'action avec cette première question, comment on fait pour évaluer le rapport au savoir des élèves. Alors, déjà, il faut savoir que instinctivement, tous les enseignants le font, hein, mais c'est souvent une appréciation qui est faite à l'emporte-pièce. Alors, il s'agit de sortir de cette appréciation à la va-vite pour aller vers une évaluation fine, personnalisée, qui tient compte du rapport au savoir des élèves tel que défini par les sciences de l'éducation, et de s'éloigner de ces jugements rapides qui font qu'on va dire d'un élève qu'il n'est pas investi dans sa scolarité ou qui se moque de la matière, etc., etc. Chose qu'on dit très vite, qu'on fait de façon très instinctive, liée au savoir expérientiel aussi, hein, l'expérience qu'on a acquise au fur et à mesure, et qui pourtant euh, est souvent remplie d'appréciations qui sont très très subjectives. Alors c'est quoi le rapport au savoir? On en avait parlé, hein. Il y a des composantes psychologiques, sociologiques, épistémologiques. Charlot, quand il donne la définition, il dit que c'est l'ensemble organisé des relations qu'un sujet entretient avec tout ce qui relève de l'apprendre ou du savoir, aussi bien les objets, c'est-à-dire le contenu de pensée, l'activité, les relations interpersonnelles, les lieux, les personnes, situations, occasions, obligations, liées en quelque façon que ce soit à l'apprendre et au savoir. Alors, depuis cette définition, elle a été modifiée, enrichie, nuancée. Néanmoins, c'est quand même bien l'idée que c'est les relations que le sujet entretient avec tout ça. Alors moi, de façon pragmatique, euh, pour l'utilisation de l'enseignant, moi je distingue deux choses. Le rapport au savoir d'un élève, je vais dire qui est plus pur, celui qui est lié à son désir vraiment épistémique, son envie d'apprendre, y compris dans la vie hors de l'école. Traitement anarchique des choses continue. Ah, c'est vraiment le savoir que l'élève entretient avec justement tout ce qui est à apprendre, savoir, le fait d'être curieux, etc. Mais tout ça dans la vie hors de l'école. Et puis ensuite, j'évalue aussi le rapport au savoir d'un élève. Et là, c'est le rapport plus que j'appelle scolaire d'un élève, c'est-à-dire son rapport à l'institution école, et dans une large part aussi son rapport à la loi, à la façon dont il va accepter ou pas les relations qui se mettent en place dans une école, qui sont des relations sociales. Et ça, c'est indépendamment de son envie d'apprendre. Voilà. Dans la vie hors de l'école. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté son rapport au savoir, avec les objets du savoir, et son rapport à l'école. Et je vais vous donner un exemple avec un jeune qu'on avait, nous, qui avait beaucoup d'absentéisme, qui était arrivé chez nous parce qu'il y avait une forme de phobie scolaire, mais en travaillant nous avec lui, on s'est vite rendu compte que il passait son temps chez lui, non pas à jouer aux jeux vidéo comme beaucoup le font, même s'il y avait aussi des jeux vidéo, mais il passait beaucoup de temps devant des documentaires, devant des choses, des objets de savoir, des objets de culture. On voyait bien, alors qu'on aurait pu se dire que ce gosse-là avait juste un rapport compliqué au savoir, on voit bien que c'est un peu plus fin que ça. Donc moi je distingue les deux parce que c'est quand même utile de savoir si un élève ne supporte pas l'école, mais entretient à plein d'objets de centres d'intérêt, d'objets de curiosité, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'enseignant spécialisé. C'est beaucoup plus compliqué avec un élève qui rejette l'école, les atours du scolaire, et qui a aucune envie d'apprendre. Et même, je vais vous étonner, mais un gamin qui a un rapport au scolaire très soumis, mais pas beaucoup de rapport au savoir,
sur le thème de la curiosité, de l'envie d'apprendre des choses, de découvrir, bah, finalement, ces élèves-là apprennent peu. C'est typiquement le genre d'élèves qui veulent avoir des cahiers très propres, qui veulent faire des opérations, hein, parce que ça les intéresse, mais par contre, dès qu'on aborde une notion nouvelle, ça les intéresse pas. Donc, c'est intéressant d'avoir ce distinguo. Donc moi, je fais le distinguo. Alors, dans vos écrits, on voit que beaucoup d'entre vous s'appuient sur l'observation. L'observation, oui, c'est intéressant. Observer pour évaluer le rapport au savoir d'un élève, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. D'abord, méfiez-vous de l'observation en dehors de la classe, parce que ça présente des écueils. Ce que vous allez observer en récréation ou dans les rangs, c'est plutôt l'identité sociale du jeune au milieu de ses pairs. C'est ça que vous allez voir. Et vous allez le voir au milieu de ses pairs, etc., sa place dans le groupe, un peu de son rapport à la loi quand même, évidemment, mais surtout, vous verrez beaucoup de ce qu'il veut montrer et ce qu'il est prêt à concéder dans son comportement pour faire partie du groupe. Et c'est pas forcément ce qu'il est. Alors, c'est plutôt utile pour les comportements, ça, parce qu'au niveau social, vous allez voir plein de choses, mais pour le rapport au savoir, c'est quelque chose qui est beaucoup moins apparent et qui est beaucoup plus intériorisé. Donc là, il y aura beaucoup moins d'intérêt et beaucoup de biais. L'observation en classe, par contre, évidemment, elle a plus d'intérêt. Elle est pertinente, notamment quand les élèves sont devant la tâche scolaire. Observez vos élèves devant le travail, au début du travail, pendant le travail, quand ça devient difficile, etc. Ça va vous donner des indices sur le rapport au scolaire, pas forcément sur le désir d'apprendre, par contre. Méfiez-vous toujours de ce distinguo-là. Et attention, l'observation en classe, il faut qu'elle est toujours circonstancielle. Donc c'est intéressant pour vous que ce soit fait tout au long de l'année. Sinon, vous allez vous arrêter à quelque chose qui est purement circonstanciel, alors qu'encore une fois, le rapport au savoir, c'est quelque chose d'installé, d'intériorisé très fortement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile à faire évoluer. Alors l'autre solution, qui est en complément de ça, de l'observation, c'est de questionner et d'investiguer. Le rapport au savoir, c'est pas forcément, loin s'en faut, conscient, je vous l'ai dit. Donc on va aller au-delà de ce qu'on peut voir dans les comportements, et il faut même aller quelque part au-delà du simple discours du jeune, quoi, puisque ce sont des processus inconscients, il pourra vous dire des choses qui ne sont pas totalement finalement qui sont l'entièreté de sa réalité dans son rapport au savoir. Alors les questionnaires individuels, ça c'est intéressant. En début d'année, voilà, au-delà de la petite fiche, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, sert beaucoup à hiérarchiser les enfants en fonction de leur classe sociale, vous pouvez poser tout un tas de questions qui peuvent amener à vous donner une idée de comment l'élève approche notamment les objets de savoir dans son temps libre. Mais attention, vous aurez toujours un biais qui est le biais de la bonne réponse. Et sur ces questions-là, notamment, le biais est assez important. C'est comme ça que vous avez, quand on fait des sondages sur les chaînes préférées des Français, tout le monde adore Arte, mais dans la réalité, c'était fin qu'on regarde. Donc là, vous avez un peu le même écueil. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de faire des questionnaires un peu décalés, où l'élève ne sait pas vraiment ce que vous voulez chercher là-dedans. Donc posez-lui des questions autant sur les jeux vidéo, finalement, que sur les livres, parce que sinon, il sait très bien où vous voulez l'emmener. Alors, au-delà des questionnaires individuels ou toute l'année, vous pouvez avoir aussi l'entretien individuel. Alors là, vraiment, on est sur l'entretien à deux. Et là, vous faites un entretien individuel avec les élèves, ça peut être très court, sur ce qu'il aime faire, sur ce qu'il aime ou n'aime pas en classe, et notamment sur ce qu'il voudrait apprendre. Alors c'est toujours intéressant parce que là, il vous donnera spontanément des objets de savoir, ou il ne vous en donnera pas, ce qui est aussi une indication, et c'est pour ça que je vous dis, vous en apprendrez de toute façon beaucoup. L'entretien individuel, ce coup-ci de façon plus informelle, il peut être aussi utile pour compléter les observations, justement. Vous avez fait classe, vous avez trouvé que le comportement du jeune était un peu bizarre, là, sur cette situation-là. Je vous donne l'exemple d'un élève qui a beaucoup soufflé, ou au contraire, qui était très enthousiaste sur le travail. Intéressant d'aller questionner de façon informelle, comme ça. Tiens, j'ai remarqué, dis donc, tu es vachement investi, là, ça t'intéresse, t'aimes bien? Et c'est intéressant d'aller voir comme ça. Pour revenir au questionnaire, il y a un questionnaire que vous pouvez faire, là, en fin de séquence de travail, qui complétera aussi les observations que vous avez faites.
vous faites des questionnaires de satisfaction, tout simplement. Et autant dans l'entretien individuel, où vous posez la question de qu'est-ce que tu aimerais apprendre, que dans le questionnaire de satisfaction, où vous dites qu'est-ce que tu as aimé, vous allez leur donner du pouvoir sur la situation scolaire. Et ça, on y reviendra, mais avoir du pouvoir sur la situation scolaire, c'est un des ressorts de la motivation. C'est-à-dire, si vous avez du pouvoir sur vos apprentissages, vous êtes en général plus apte et plus investi dedans. Donc on y reviendra, donc ça a aussi ce double avantage. Enfin, pour moi, ce qui permet vraiment d'évaluer le rapport au savoir des élèves, le grand moyen, c'est d'organiser des moments d'échange sur l'école et le rapport au savoir. Pourquoi je dis que c'est le grand moyen? Parce que, d'abord, si vous utilisez des conseils de type coopératif, ou des activités d'échange, ou des jeux éducatifs destinés à cela, les moments d'échange, évidemment, permettent de faire émerger toutes ces questions de rapport au savoir. Mais c'est aussi un moyen à privilégier car, outre le fait qu'il s'exprime en direct, vous allez avoir quelque chose qui fait émerger l'inconscient. C'est-à-dire que comme le rapport est très souvent inconscient, le questionner tous ensemble va faire émerger les différences. C'est-à-dire que certains gamins qui n'ont pas du tout conscience de quel rapport ils entretiennent avec le savoir et l'apprentissage vont entendre les autres en parler, vont dire « Ah oui, moi c'est comme ça ou c'est autrement ». Et tout à coup, ça rend palpable ça pour les élèves. Et les différences permettent aussi, évidemment, d'engager le débat, etc. Mais comme c'est un moyen de groupe, vous aurez deux écueils. Hein. Il y a deux effets. Il y en a un qui est justement un écueil. Ça peut être négatif parce que certains vont être inhibés dans la prise de parole. Mais ça peut être aussi positif parce qu'il y a certains qui vont écouter sans s'exposer. Ceux qui seraient mal à l'aise dans un entretien avec vous, hein, qui ne sont pas très, très à l'aise avec ça, peuvent du coup, dans ces conditions-là, écouter, prendre des choses, et puis petit à petit, on sait très bien que plus on organise d'activités de ce type-là, plus ceux qui sont inhibés vont se mettre à parler. Voilà. Alors quelques jeux quand même pour échanger avec les élèves sur le rapport au savoir. Je vous ai mis qui dit quoi, on devrait pas, pareil, pas pareil. C'est un jeu de cartes pour les plus petits. Il y a l'école et moi, question d'envie. Et puis il y a moi, le recrutement, question de préparation pour les plus grands. Moi et l'apprentissage, question d'autocensure. Tout ça, ça fait partie des éditions Valorémis. Je vous mets évidemment tout ça. Et vous allez voir que sur ces éditions-là, on a des choses très intéressantes qui permettent de faire de bons supports pour s'initier à ça quand vous n'avez pas l'habitude de faire des débats, des échanges. Voilà, c'est des bons supports d'entrée et qui sont, comme c'est dans le jeu, c'est toujours un peu moins arbitraire que c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc voilà, comment on fait pour évaluer le rapport au savoir des élèves? Je vous dis, la pertinence de pouvoir distinguer rapport au savoir, aux objets de l'apprentissage et rapport à la scolarité. Et puis, 3 moyens. Observer, oui, mais devant la tâche scolaire. Compléter ça toujours de questionnement, d'investigation, avec l'intérêt de pouvoir donner aux élèves un peu de pouvoir sur leur apprentissage. Et enfin, dernière chose, sans doute la plus importante, organiser des échanges autour de ces questions-là pour faire émerger les représentations conscientes et inconscientes, et puis pouvoir vous avoir un compte-rendu très très fort, sans que ça oblige les jeunes à être en entretien individuel qui peut être parfois gênant. Voilà pour cette question première, comment on fait concrètement pour évaluer le rapport au savoir des élèves.